Les sujets étaient passionnants et on a donc pris un petit peu de retard puisque les discussions ont été intéressantes et riches. L'idée est quand même de pouvoir finir à l'heure, ça veut dire à 12h30, dans à peu près une quarantaine de minutes. Et par avance, on excusera donc Bénédicte Thilloy, qui devra nous quitter pile à l'heure, parce que chacun a effectivement des engagements et c'est tout à fait compréhensible. Donc je suis Maxime Drouet, j'anime le master de communication, qui est un peu un master petit frère ou jumeau du master Macor, et pas mal d'étudiants ont effectivement répondu à l'enquête et c'était intéressant de les entendre et de vous entendre ce matin. Je pense que ça a été extrêmement riche. L'idée de cette dernière table ronde était de pouvoir un petit peu vous faire réagir les uns et les autres, à la fois sur du point de vue des universitaires, avec Muriel Jougleux, qui est vice-présidente à l'université Gustave Eiffel, en charge des partenariats et des aspects de professionnalisation, Pascal Huguettot, que je ne vais pas représenter, mais tu pourras compléter, et surtout avec le regard donc de Bénédicte Thilloy, qui est un regard extrêmement intéressant, puisque, pour faire extrêmement vite là aussi, vous avez à la fois travaillé dans un grand groupe public, la SNCF, et vous avez ensuite tout un parcours avec des startups et aussi aujourd'hui sur de l'accompagnement dirigeant. Donc cette question qui a été évoquée à un moment donné, des grands groupes, des plus petites structures, comment tout ça se dialogue et les différences ou les inégalités qu'on peut avoir dans les apprentissages, ça sera un élément intéressant. Et pour terminer, aujourd'hui, peut-être ceux qui nous accueillent avec Laurent Mailleux, qui était un des commanditaires de l'enquête réalisée par les étudiants. Donc, on va essayer de conclure et de réagir autour à partir des tables rondes et des enseignements que vous nous avez présentés ce matin. Alors, Laurent, je vais vous laisser la parole. Vous avez travaillé et commandité à cette enquête avec Pascal. Quels enseignements vous en tirez ? Est-ce que ça corrobore des tendances ou des éléments un peu de fond que vous avez remarqués par ailleurs? Est-ce qu'il y a des points d'étonnement dans les échanges qu'on a eus? Voilà un petit peu comment vous avez reçu ces premiers éléments. Ça fonctionne, oui. Ben, je crois déjà sur le principe même d'une commande et d'un travail au fil de l'eau en même temps que l'on est soi-même en situation. C'est-à-dire d'arriver aussi à mener de front finalement le travail d'être étudiant, le travail d'être collectivement en train d'essayer de tirer des synthèses d'un certain nombre de choses et puis en même temps d'être apprenant dans le monde du travail. Donc c'est pas mal en tout cas d'y arriver et je pense que je crois que ça peut inspirer d'autres secteurs du monde de l'éducation. Pour moi-même, comme c'est indiqué, ancien président de la CTI, je continue à participer à des missions d'évaluation d'écoles d'ingénieurs. Voilà, donc ça éveille des choses. Donc ça, c'est un premier aspect, se dire qu'on peut peut-être justement travailler l'engagement par le désir et l'intérêt d'apporter quelque chose et de se questionner soi-même sur ce que l'on fait. Souvent, c'était le point de départ. Le point de départ peut-être du travail avec Olivia Folly, c'est que les apprentis en entreprise, eh bien, ont peu de lieux, à part les lieux qu'ils se créent eux-mêmes à travers des boucles WhatsApp, pour discuter de la réalité de leur situation. Et que c'est toujours compliqué. Parce que ça a été dit, parce que le maître d'apprentissage n'a pas forcément le temps, n'a pas forcément structuré son activité pour créer des espaces de dialogue de façon régulière. Alors ça c'est un premier aspect, c'est autour de l'apprenti en entreprise peuvent se dégager des espaces de discussion, des espaces de dialogue professionnel. Et ce qui m'a intéressé, c'était un début de typologie sur finalement le travail de l'apprenti avec le maître d'apprentissage. On nous a dit, dans certains cas, c'est vraiment un binôme qui fonctionne. C'est presque un jumeau apprenti. Parfois, c'est dans le cadre d'une équipe un peu floue. On a parlé des open space, on ne sait pas très bien qui fait quoi et débrouille-toi et trouve tes marques. Ou bien c'est dans le cas, c'était ce que Madame Basilic a évoqué, dans le cas d'un collectif où on a un collectif orienté sur une mission d'entreprise à l'intérieur duquel l'apprenti va
va être en différentes situations d'apprenance. Hein. Donc on a comme ça des choses qui n'avaient pas été évoquées dans le premier séminaire. Je pense que c'est une façon aussi de comprendre dans quel milieu finalement l'apprenti est plongé et comment il va devoir se débrouiller et essayer de dégager un certain nombre d'acquisitions. Et pour dégager des points d'acquisition, ça a été évoqué dans la deuxième table ronde, bien été sur laquelle il y a l'insistance, et puis ça a été aussi évoqué en début de journée, l'intérêt d'avoir des référentiels d'activité, des référentiels de compétences. Bon, c'est maintenant, on dirait, ça fait 20 ans que ça doit être la base, mais on sent avec le rythme d'évolution de notre système, eh bien, ça vient maintenant dans certains secteurs, et c'est très bien parce que ça va permettre d'avoir un support pour ce dialogue à trois entre le tuteur pédagogique, le tuteur d'entreprise, voire à 4 avec le collectif de travail, et puis avec bien sûr l'apprenti. Donc et cela aussi, ça va permettre je pense à terme de développer dans l'entreprise cette culture d'un entretien qui soit non pas un entretien qui a fait du commerce, mais un entretien avec un support, hein, le support de l'auto-évaluation, le support du répertoire d'activités, où est-ce qu'on en est. Voilà, l'apprentissage en tout cas apporte beaucoup, je pense, de vertu à la qualité de la construction des situations d'apprenance dans le monde du travail, pas seulement pour les apprentis, mais aussi pour tous ceux qui sont dans l'entreprise. Voilà, donc, merci. Pascal, un petit peu la même question que pour Laurent. Quel bilan, toi, tu en tires de ce travail ? Alors déjà, une remarque personnelle, c'est que je suis assez fier des promotions successives de Macor. Donc des étudiants que Mathieu et moi on a eu l'occasion d'encadrer, parce que je trouve que la matinée qu'on a eue apporte beaucoup de complexe, enfin a beaucoup insisté sur la nécessité de la nuance et sur le fait de prendre au sérieux un sujet et en même temps de le traiter en disant à la fois il existe et en même temps il recouvre toute une palette de situations. Je trouve que la réflexivité que ça apporte à l'ère de la punchline est quand même quelque chose de bienvenu. Donc déjà aussi, comme le disait Laurent, très content d'avoir eu à expérimenter cette manière de répondre à une commande de l'Observatoire, hein, moi qui suis à l'interface des deux, et de proposer quelque chose qui effectivement nourrit la réflexion. Je trouve que, mine de rien, on a de quoi faire évoluer le choix qu'on a fait de resserrer la question très large et très peau de banane, hein, les jeunes ont-ils un rapport au travail différent, de le resserrer par quelque chose de très concret qui est les situations d'alternance, aide finalement à prendre le débat, d'abord à le déporter un peu ou à le renouveler par rapport à la façon dont il avait été beaucoup structuré à partir d'un cas particulier qui est celui des écoles, des diplômés des écoles d'ingénieurs et de leurs préoccupations à eux, en quelque sorte, la bifurcation, etc. Et de l'alimenter, de le nourrir de manière un peu plus, avec un peu plus de variété. Et puis, moi, après, je pourrais développer ça ultérieurement plus sur le fond. Hein. C'est que je pense que la façon dont on a choisi de nommer un certain nombre de choses dans les intitulés de ce séminaire, par exemple autour de la question du dialogue et du dialogue autour des situations, n'a l'air de rien, mais en réalité est assez fécond. Hein, parce que, d'une certaine manière, au lieu de s'envoyer des noms d'oiseaux sur les jeunes versus les vieux et que sont-ils, et de substantialiser les identités des uns et des autres, on a bien vu qu'on a fait autre chose, qu'on a toute une complexité qui se dessine, y compris chez les individus. Hein. Il y a des choses qui ont été projetées qui montrent que personne n'est d'un bloc et livre des réflexions, et on sent les débats intérieurs en fait des gens avec eux-mêmes, aussi bien du côté des maîtres d'apprentissage que du côté des apprentis. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, parce que ça
en fait, à partir du moment où on va parler des situations de travail, ça a été dit, c'est Sébastien qui a insisté là-dessus tout à l'heure, situation d'apprentissage, situation, je reviendrai peut-être plus tard là-dessus si tu m'en laisses l'occasion, sur situation de gestion. Je pense que ça ne peut que parler à ma voisine puisqu'on a été formé en partie par les mêmes références théoriques. Situation de gestion, finalement, le dialogue est possible. Et que, par contre, il demande, on pourra en reparler, il demande beaucoup d'énergie et d'y consacrer du temps et de s'engager dans des discussions. Mais voilà, je pense que, j'espère en tout cas que pour l'Observatoire, on a répondu à la commande. Moi, du point de vue du Master, je suis content. Et justement, tu parlais des situations de gestion. Alors moi, j'ai pas la ref. La ref, pour parler alternant. Donc, est-ce que tu peux développer justement sur ce point-là ? La référence, c'est toute l'approche qui a été développée au CRG et au CGS, des gens comme Jacques Girin, etc., qui ont développé les notions de situation de gestion. C'est-à-dire que d'une certaine manière, au fond, il y a une réalité de la question des jeunes et de leur rapport au travail dont on peut partir, en quelque sorte. C'est vrai, c'est pas vrai. En fait, on s'en fiche. On voit bien, à l'issue de ce qui s'est dit ce matin, que très rapidement, ça nous échappe, mais ça nous revient quand même. Donc, il y a l'enjeu d'une matinée comme celle-là, je pense, c'est pas de mettre son tampon sur on certifie que c'est vrai qu'il y a un rapport différent des jeunes au travail par rapport à celui des anciens, ou au contraire, non, on infirme cette hypothèse. On est au-delà de ça, d'une certaine manière. Ce qui nous intéresse, c'est que d'une certaine façon, c'est une façon. On voit bien, ce qui est intéressant, c'est notamment le cas en usine. Ça a été un autre témoignage, ça a été dit également par Bathilde de Basilic. En usine, c'est plus facilement remonté, cette impression que les jeunes ont un rapport au travail différent. Mais en réalité, c'est très construit, ça dépend de la façon dont, justement, Bathilde le disait. On peut inviter le tuteur à réfléchir sur la façon dont lui-même a expliqué des choses ou n'a pas expliqué des choses. Donc, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le manager est en train de se débattre avec une situation. Une situation où le jeune prend des risques et n'a pas compris que quand il y a la ligne jaune dans une usine, on ne la dépasse pas et que ça ne se négocie pas. Et que par contre, d'autres choses peuvent se négocier. Et donc, en réalité, la question autour de laquelle on peut se retrouver, et qui permet aussi aux entreprises de réinjecter leurs préoccupations pour le fonctionnement, la dimension collective du fonctionnement, c'est qu'on a bien des situations qui sont à gérer. Et que là-dessus, un type de comportement, un certain rapport au travail peut représenter un problème pour les autres. Là où il me semble qu'il y a une question autour des jeunes, d'ailleurs je me demande si c'est une question de génération ou une question d'âge. Les historiens ont beaucoup montré que la jeunesse est une invention récente. Parce qu'avant, il n'y avait pas de temps où on avait le temps d'être jeune. On était enfant et puis après on était adulte. Et au contraire, on a inventé un truc qui s'appelle la jeunesse et j'ai l'impression, et souvent les sociologues le disent, que la jeunesse dure de plus en plus. D'une certaine manière, on a l'impression que la jeunesse est en train de déborder sur le temps en entreprise, là où on s'attendait à tout simplement des postures relevant du monde adulte. Mais ça veut dire aussi qu'on traîne en entreprise et on intègre en entreprise des préoccupations qui sont celles de la jeunesse. Et je pense qu'on est jeune de plus en plus longtemps. Et ça participe à ce qui a été dit du caractère polycentrique de nos vies, et porté particulièrement par les jeunes, c'est-à-dire le sentiment que oui, le travail c'est important, mais plein de choses sont importantes, etc. Mais ça, c'est un problème de gestion pour les entreprises et qu'il faut bien traiter. Et simplement, dire au départ, c'est parce que les jeunes ont un rapport au travail, en fait, c'est un sense-making. On est perturbé par quelque chose qui nous amène à rationaliser ça. Et c'est une hypothèse de départ. Tout l'enjeu, c'est après de travailler autour de cette hypothèse de départ pour dire, OK, peut-être que les jeunes, mais au-delà des jeunes.
Voilà. Et Bénédicte, comment vous réagissez un peu à cette idée de Pascal qui dit finalement pendant peut-être longtemps c'était le travail qui débordait dans nos vies et aujourd'hui c'est la jeunesse avec ses codes, ses envies, ses attentes qui vient déborder le monde du travail. Vous qui avez connu des univers très différents et plein de situations, comment vous envisagez les choses? Alors, je vais déjà répondre à pourquoi j'ai connu des univers différents. Donc j'ai passé 25 ans à la SNCF. J'ai dirigé l'activité Transilien, j'ai été DRH, donc j'ai été dans une organisation classique, pour ne pas dire historique. Et puis j'ai basculé, alors on fait des crises d'adolescence tardives, puisque je l'ai faite à 55 ans, et je suis allée me former à l'entrepreneuriat dans un incubateur, et j'ai cofondé une start-up avec un jeune homme qui a l'âge de mon fils. Et je suis la seule vieille, en fait, pour dire les choses, parmi une vingtaine de personnes qu'on a recrutées. Et du coup, je suis très attentive à ce que vient de dire Pascal, parce que je ne cesse de passer du temps à dialoguer sur toutes ces situations improbables, en fait, que je rencontre. Et cette fois-ci, finalement, c'est moi l'apprenti, hein, puisque je vis dans un univers, finalement, où les codes ne sont pas mes codes générationnels, mais sont les codes de cette nouvelle génération qui est au travail avec moi. Alors parfois, je suis un peu outrée de voir qu'ils ont un comportement qui est en décalage potentiel avec celui que j'ai toujours connu. Et je me pose toujours la question de est-ce que c'est moi qui dois changer sur ces sujets ou est-ce que je dois faire remarquer, puisque c'est souvent leur première expérience de l'entreprise, qu'en fait, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et c'est intéressant, en fait, de perdre ces référentiels, parce qu'en fait, on est obligé de réinventer, de refaire la ligne à chaque fois, et de se reposer le sujet à chaque fois. Et je vous prends un exemple, l'exemple de arriver à l'heure. Bon. Il y a tout... On a... Je pense tous les jours, sur le fil WhatsApp, normalement, on a le daily, qui est un moment qui dure très peu de temps, qui dure un quart d'heure, pendant lequel, puisque l'organisation est éparpillée en télétravail, certains sont à la maison, certains sont en traquant, certains sont au bureau, on prend un temps à 9h30 où on s'aligne tous entre 9h30 et 9h40, donc c'est très court, hein, pour se dire où est-ce qu'on est, comment ça va, qu'est-ce qu'on a à faire. Immanquablement, ce truc démarre plus tard. Je boue. Hein. Et je reçois via WhatsApp plein de trucs qui me disent mon train est en retard. Alors souvent, on me le fait parce qu'on se dit, elle sait, bon, voilà. Bon. En plus, je ne suis pas le patron de la boîte. Hein. C'est mon associé. On a choisi que c'était lui le patron. Donc, lui aussi est en retard. Il y a les enfants qui sont amenés à la nounou. Enfin, et donc, j'ai dû accepter parce qu'on y a beaucoup réfléchi, qu'il fallait faire coïncider deux choses qui étaient potentiellement incompatibles. La première chose, c'est que chacun aspire à être reconnu, non pas uniquement comme la fonction qu'il exerce, mais comme la personne qu'il est. Et donc, si je suis parent, et notamment mon associé qui est père de famille, dont sa femme est chirurgien, quand elle est de garde et que les enfants sont malades, c'est pour lui. Bon. Et donc, il a le droit d'être en retard. Et en même temps, si on démarre à 9h30 et que lui n'est pas là, la réunion perd potentiellement de son intérêt. Et donc, on a été amené, on a eu je ne sais combien de discussions sur comment s'ajuste-t-on, comment se prévient-on pour que cette réunion qui est importante, on arrive à la caler dans un certain nombre de règles du jeu. Et donc, on s'est dit, si on n'est pas là présent, on a le droit de ne pas y être, mais quand on y est à l'heure. Et ces règles du jeu successives, en fait, on les a définies ensemble. Et ça nécessite beaucoup de dialogue, parce qu'en fait, aucune des situations professionnelles, finalement, n'est définie a priori. Alors que moi, j'avais vécu dans un univers où tout était défini a priori. À la SNCF, il y a des règlements pour tout. Et donc, on se met dans le règlement, on ne s'y met pas. Et donc, les gens qui arrivaient, ils étaient comme les autres. Voilà. Là, tous les autres font des trucs différents. Et donc, il faut caler les principes à mesure qu'ils se présentent. Et étant
celles qu'on doit intégrer parce que j'ai pas les codes, parce qu'à chaque fois qu'il y a une référence, je la connais pas. Enfin bref, je trouve ça intéressant de devoir faire l'exercice à l'envers et donc d'être l'apprenti des codes culturels de la génération dans laquelle je me sens intégrée ou pas. Et parfois, je me sens pas intégrée, d'ailleurs. Il m'est arrivé de me sentir invisible. C'est la première fois de ma vie, parce que j'ai été dirigeante pendant très longtemps en plus, que je fais l'expérience de l'invisibilité. Mais c'est peut-être pas le sujet c'est comment finalement, à quoi ça se joue? Ça veut dire qu'on est considéré potentiellement comme quelqu'un. On n'est pas important. Et donc, on n'est pas important parce que c'est aux autres qu'on s'adresse. Et par exemple, les fonds d'investissement ne me regardent pas parce qu'ils se disent, bon, elle a 63 ans, Bénédicte, donc c'est pas elle qui fera l'avenir de la boîte. C'est pas faux, hein. Mais comme c'est moi qui explique, j'aimerais bien qu'on me réponde, et plutôt que de répondre à mon associé qui a 35 ans. Enfin bref, je suis en train de déraper par rapport au début de la question, mais je crois beaucoup à cette question de la situation professionnelle parce qu'en effet, c'est une succession de négociations. Il y a des choses, parfois je dis, ça c'est non. Il m'est arrivé. Hein. Je suis seule à dire, et je dis, ça c'est non. On ne fait pas ça. Et là, je suis écoutée parce que les gens se disent, ah quand même, elle sait. Enfin, par exemple, il y a des comportements vis-à-vis des clients, ça c'est non. Et quand je crie, ça c'est non, comme je ne le dis pas souvent, ils m'écoutent. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais est-ce que vous avez des apprentis aujourd'hui dans la structure que vous Oui, j'ai aussi des apprentis. Alors, la caractéristique des apprentis, c'est qu'ils sont apprentis un jour. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils rentrent, ils font partie de l'équipe. Et moi, j'oublie parfois qu'ils sont apprentis. Alors, je ne sais pas si c'est bien de dire ça. Peut-être que c'est catastrophique par rapport à tout ce que vous avez imaginé avant. Quand je dis que j'oublie qu'ils sont apprentis, c'est-à-dire que je les considère à part entière comme des gens qui font partie de l'équipe, qui font partie du collectif de travail. J'ai conscience du fait qu'ils ne savent pas tout, mais aucun d'entre nous ne sait tout, puisque c'est une boîte qui s'organise et qui démarre. Et ce à quoi on veille, mais pas que pour les apprentis, c'est que dès le premier jour de l'arrivée, on doit être capable, en fait, dans ma start-up, de fournir un tout petit travail qui s'intègre dans une chaîne de travail à laquelle on contribue. C'est-à-dire, personne n'est là pour regarder. Personne. Dès le premier jour, on est là pour contribuer, et contribuer de manière effective. Et comme on est dans une culture, la culture de la start-up, c'est la culture de la valorisation de « je fais des choses et peu importe si on fait des conneries », le fait que ce ne soit pas bien du premier coup fait partie de la culture, et donc ça n'est pas un problème, on passe tous par là. Et donc ça embarque les gens très vite en fait dans un apprentissage qui est un apprentissage. Ils apprennent, les autres apprennent, la boîte apprend. Et donc ils ne sont pas décalés parce que tout le monde apprend. Voilà. Et Muriel, justement, qu'est-ce que vous avez appris de cette journée au regard de tous les échanges de la matinée? D'abord, merci. Merci parce que moi, ce que j'ai d'abord appris, c'est que la question est assez passionnante et elle n'est pas si travaillée que ça. C'est-à-dire poser la question du dialogue entre les apprentis et les maîtres d'apprentissage dans les situations de travail. Finalement, moi, le rapport au travail, oui, mais sur la situation même de l'alternant, de l'apprentissage, c'est pas forcément une question souvent abordée. Donc merci, puis merci de la qualité de votre travail. Je suis comme Pascal, je suis très fière. De vos retours. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'hétérogénéité des situations. Et ça, c'est une vraie question pour nous. Alors, quand je dis pour nous, en tant que responsable de formation, Gustave Eiffel, c'est l'apprentissage depuis la fin des années 90. On n'a pas entendu les effets d'aubaine pour se dire c'est absolument une modalité pédagogique absolument intéressante, très utile pour les étudiants, pour en faire. Donc, il y a une vraie hétérogénéité des situations. L'apprentissage dans une petite entreprise où il y a 3 personnes, la grosse entreprise, des activités, on parlait du commerce, on parlait de situations d'apprentissage dans des milieux industriels. Donc, une hétérogénéité de situations évidemment très importante. Ce qui m'a frappé ce matin, c'est surtout quasiment à la fin, un peu un absent, le tuteur pédagogique. Or, pour moi, c'est une vraie question. Pourquoi ? Quelqu'un l'a rappelé, c'était une étudiante. À la fin de la situation d'apprentissage, il y a un diplôme ou il n'y a pas de diplôme. Et vous pouvez imaginer, vous voyez nos débats ce matin, ce qu'est un jury d'une formation par apprentissage. Parce qu'un étudiant
où ça s'est pas bien passé en entreprise, où finalement le retour du tuteur n'est pas très bon, ou qu'il y a eu des difficultés toute l'année, et à un moment donné, on va se dire est-ce qu'il mérite ou pas le diplôme. Et là, on décortique la situation de travail. Entre nous, souvent parfois en présence d'ailleurs du tuteur, de l'entreprise, on va analyser ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Quand on en est là, pour moi, c'est une forme de semi-échec parce qu'on aurait dû détecter beaucoup plus vite que ça ne marchait pas. On ne peut pas attendre la fin du jury pour se dire le dialogue ne s'est pas bien passé. Heureusement, dans 95% des cas, ça se passe très bien. Mais il y a quand même 5% des cas problématiques qui vont susciter un vrai questionnement. Pourquoi ce dialogue ne s'est pas fait ? Et il ne s'est pas fait, vous l'avez tous dit, il ne s'est pas fait parce qu'à un moment donné, la mission qui était belle sur le papier, en réalité, elle était vide de contenu, donc il n'a rien appris pendant l'année. Le maître d'apprentissage est lui-même dans une situation difficile parce que le contexte organisationnel, managérial, financier de l'entreprise n'est pas bon. Et donc, il y a des pressions diverses. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu, voilà. Le collectif de travail ne fonctionne pas. Donc, il y a plein de raisons, en fait, pour lesquelles, éventuellement, ça ne va pas marcher. Et là, il y a une vraie responsabilité de l'établissement. Et donc, moi, en tant que vice-présidente en charge de 4100 apprentis dans cet établissement, il y a une responsabilité de l'établissement, effectivement, de mettre des garde-fous, d'accord, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement. On a parlé tout à l'heure avec Isabelle du suivi personnalisé de l'apprenti, des visites dans l'entreprise, du fait que le référent académique, c'est évidemment le contact de l'entreprise, mais c'est aussi le contact de l'étudiant, et qu'il est là pour normalement être alerté dès que ça ne va pas. Et je dirais qu'on est particulièrement vigilant à Gustave Eiffel sur ça, c'est-à-dire que ce suivi personnalisé de l'apprenti, c'est pas fait par n'importe qui, c'est fait par les équipes pédagogiques. Et nous, on tient énormément à ce que ça soit les équipes pédagogiques, les enseignants-chercheurs, les enseignants associés qui assurent ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir à la fin un constat que ça n'a pas marché. Et donc moi, je voudrais quand même revenir là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué, ces situations de travail. C'est hétérogène, et que donc, il y a une vraie vigilance du côté de l'établissement de formation, une vigilance avec le CFA partenaire, qui lui, quelque part, est garant de la réglementation, des conditions de travail de l'apprenti, une vigilance du côté de l'entreprise. Et j'ai envie de dire, quand vous êtes référent pédagogique, à la première visite, d'une certaine manière, vous voyez tout de suite. Vous voyez un binôme heureux, qui va bien, qui travaille main dans la main, où on apprend, où on n'a jamais un apprenti qui dit je ne fais rien, je m'ennuie. Et puis, vous voyez aussi des situations où vous sentez que ça ne va pas, et là, il faudra faire quelque chose, trouver des voies de remédiation, redéfinir la mission, progresser là-dessus. Donc voilà, moi, c'est ça que ça m'a inspiré ce matin, et je trouve que c'est une situation que les établissements de formation devraient peut-être regarder avec les CFA et les entreprises de manière encore plus attentive que je pense que nous le faisons aujourd'hui. Preuve de l'intérêt, y compris du côté des partenaires entreprises, c'est qu'avec Pascal, on a eu une demande du Conseil des partenaires socio-économiques de l'université pour travailler sur cette question et pour étendre l'étude que vous avez fait au niveau d'un master à l'ensemble des formations, en tout cas à des formations assez contrastées, parce qu'on pense que c'est pas pareil sur une formation d'ingénieur par apprentissage, dans un BTS technique de commercialisation ou un master, parce qu'on n'est pas sur les mêmes maturités d'étudiants, on n'est pas sur les mêmes métiers, on n'est pas sur les mêmes profils d'activité et de management derrière. Voilà ce que je voulais dire. Pascal, est-ce que tu veux réagir ou... Non, moi je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être une remarque que me formulait Mathieu tout à l'heure et donc que je vais me permettre de transmettre parce qu'on est en complet accord là-dessus, c'est que ce que tu viens de dire implique, si on raisonne en termes de situation, et ce que tu dis très justement, c'est qu'en se déplaçant tout de suite, ça y est, on a compris. Ça nécessite que la visite d'entreprise intervienne en premier. Et donc là, il y a une question d'organisation du dispositif d'ensemble. C'est le choix, nous, qu'on fait dans notre formation. C'est-à-dire d'être en contravention avec ce qu'on devrait faire, qui est que normalement, on vérifie au bout d'un mois par téléphone que tout se passe bien, mais on fait véritablement la visite au printemps, quand tout est joué, en quelque sorte. Et donc nous,
on inverse, mais parce qu'au départ, on a un master qui est difficile à expliquer. Et il faut qu'on explique comment nous, on forme. Et tout à l'heure, autour de ce que Sébastien et Isabelle ont pu dire, il y avait la question en fait de contractualiser. Sébastien parlait de contractualiser autour du référentiel. Voilà, nous, on passe contrat en quelque sorte. On explique ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne peut pas attendre de nous, ce qu'on peut attendre de nous, et on contractualise en quelque sorte, ce qui ne va pas éliminer la totalité des problèmes, mais aide quand même à clarifier les choses et à aider à mettre le jeune dans une situation un peu moins inconfortable, ce qui n'élimine pas la totalité des problèmes. Après, c'est le rôle d'un référent, effectivement, d'être vigilant là-dessus. Nous, on a une politique également à laquelle je tiens beaucoup, qui est, je sais qu'on n'a pas les mêmes, nous, c'est l'un des deux responsables du master qui concentre le rôle de référent et qui, en quelque sorte, incarne le master, l'explique de manière homogène. Et là, pour être le réceptacle en fait, de tout ce qui se passe mal dans l'année et pouvoir réagir dessus. Plutôt que de dispatcher ça sur une équipe pédagogique qui va inclure des individus qui sont plus ou moins impliqués en termes de volume horaire dans la formation, en termes d'ancienneté, etc. Voilà. Dernière chose peut-être, c'est on est à l'Observatoire des cadres. Et du management. Et il me semble que quand même, là, du coup, il y a une question qui est finalement posée. Le tuteur, c'est pas toujours, mais c'est souvent l'encadrant. Hein, c'est souvent le manager. Tout ce qu'on est en train de dire, quand même, implique pas mal une charge qui pèse sur ses épaules. Il a été dit à un moment que dans certaines entreprises qui sont à mon avis plus vertueuses que d'autres, mais même si je pense que le modèle se généralise, on ne bazarde pas quelqu'un directement comme ça sur ce rôle-là sans le former, sans l'accompagner. Parfois on va jusqu'à parler de professionnalisation. Pour moi là ça devient un peu excessif parce que sachant que les managers de proximité aujourd'hui, les directions de la qualité veulent les professionnaliser sur la qualité, les directions des achats veulent les professionnaliser sur les achats et DSI veulent les professionnaliser sur la cybersécurité. Tout le monde veut professionnaliser ces gens-là. Donc si nous, en fait, à partir de nos propres perspectives, on veut encore les professionnaliser, les pauvres, ils vont craquer, ils vont créer les situations qu'on a décrites, c'est-à-dire que en fait, les entreprises sont en train d'avoir la monnaie de leurs pièces et les jeunes, à force d'avoir vu leurs parents subir un certain nombre de situations, ont compris ce qu'elles étaient, en tout cas certains impacts, et disent non. Et notamment, les entreprises commencent désormais, dans un nouveau contexte du marché du travail, à bien vouloir entendre ce qu'on leur disait au début des années 2000, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas de carrière qui soit uniquement allée vers toujours davantage de personnes à encadrer, mais au contraire plutôt des périmètres acceptables. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment soigner le manager, d'autant plus que tout ce qui est dit là, c'est que dans le fond, à partir de la situation, on peut gérer et accepter beaucoup de choses, mais par contre, il faut que ça se discute. Il me semble que Bénédicte a beaucoup insisté là-dessus. Tout ça prend énormément de temps, est extrêmement coûteux, et le manager, il a le droit de flancher quand même à certains moments. Donc, il faut aussi des dispositifs de soutien qui soient légers, en quelque sorte. Ah, je ne peux être que d'accord. J'adore ce que vient de dire Pascal, parce que le manager, c'est de plus en plus dur, parce qu'en fait, il doit réguler. Il doit faire en sorte qu'il y ait de la coprésence. Les gens sont à la fois chez eux ou pas chez eux. Il doit gérer des collectifs qui sont totalement éparpillés. Il doit tenir compte du fait que chacun aspire à être reconnu dans sa singularité. Et il faut qu'il fasse le taf à la fin. Il faut que ça tourne, parce qu'on n'est pas là juste pour gérer des gens, mais pour que de la performance puisse sortir. Et donc, moi, je l'ai encore dit hier dans une instance qui n'avait rien à voir avec celle-ci. C'était sur un sujet sur l'intelligence artificielle. Il faut absolument il faut prendre soin des managers. Il faut vraiment prendre soin des managers. Il n'y a pas d'entreprise qui peut progresser, qui peut grandir sans management. Il y a eu une grande idée, il y a une dizaine d'années, on rêvait des entreprises libérées où il n'y avait pas de management. Ça, c'est une folie. C'est une folie, c'est une secte. C'est une entreprise sans manager, c'est une entreprise où il y a un patron qui est un gourou. Tout le monde, en fait, attend d'être reconnu par lui. Il n'y a pas de régulation. Et en fait, ça rend les gens dingues.
Donc le management, c'est nécessaire. Il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire. Et donc quand on a des managers, il faut les choyer. Voilà. Parce qu'en fait, c'est parce qu'ils sont choyés qu'on peut s'attendre ensuite à ce que les collaborateurs au quotidien puissent avoir à la fois puissent être pris en compte et qu'il y ait cette fameuse bienveillance et qualité de vie au travail qu'on attend. C'est le manager qui la délivre au quotidien. Donc il faut qu'on l'ait vis-à-vis de lui. Je vais être obligée de m'en aller là-dessus, mais je suis ravie de pouvoir C'est une belle parole, hein. prendre soin des managers pour qu'ils prennent soin des apprentis. Laurent, est-ce que vous voulez réagir ? Ça m'évoque le titre d'une intervention qu'on avait fait, je sais plus, aux États généraux du management en 2008. Mon intervention, c'était « Occupons-nous des managers », mais non pas dans le sens on va s'en occuper, mais on va justement faire en sorte que on se préoccupe du fait que les managers étaient auparavant quelqu'un qui n'existait pas. Dans tous les accords négociés, accords interprofessionnels, on n'en parlait pas. Et à partir de 2010-2012, on a commencé à mettre dans les accords, notamment l'accord QVT, qualité de vie au travail, mais on reconnaît qu'il y a un personnage clé, une fonction clé, c'est celle du management, et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et donc on a sorti les managers de l'invisibilité, et je pense que c'est pareil dans les entreprises aujourd'hui, quand on commence à pouvoir négocier des accords sur l'apprentissage, c'est faire exister dans l'entreprise la figure du maître d'apprentissage, et dire qu'on a besoin de s'en occuper. C'est pas l'homme à tout faire, c'est l'homme qui a besoin de tous les soutiens dans l'entreprise pour faire ce boulot-là. Il ne peut pas être omniscient sur tout. Mais plus l'entreprise progresse et s'outille, plus l'outillage, l'accompagnement peut être mis en place. Voilà, c'est parce que on est toujours, enfin, pour avoir été manager, j'ai eu la chance à la RATP, j'étais pas à la SNCF, mais d'être bien accompagné dans mes premiers pas professionnels. Mais même si on est bien accompagné, on n'est pas mis devant le fait de toutes les situations qui vont survenir. Donc il faut être préparé il faut prendre à la fois prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu, pour au moins se dire, voilà ce que j'apprends, se donner de ce fait-là quelques habiletés qu'on va pouvoir mettre en œuvre, mais de toute façon, la situation qui advient, elle est totalement différente de la précédente. Ouais, elle a quelques rapports, et essayer de trouver ces rapports entre situations pour nous permettre d'être un peu mieux répondants à la situation. Mais on a besoin de toute façon toujours de répondre à la situation, y compris celle, qu'est-ce que je fais avec mon apprenti, comment en tant qu'apprenti je peux questionner. Aussi, c'est le droit de la parole, il est bijectif, et ça aussi c'est quelque chose qui évolue, je pense positivement avec les nouvelles générations au travail. Parfait, je pense que c'est une bonne conclusion. Je vois que le temps est déjà passé, ça va être l'heure de la conclusion du séminaire. Et merci beaucoup. Est-ce qu'Anne-Florence nous dit un mot de synthèse ? Bien, eh bien c'était une très belle matinée. Merci à tous. Nous sommes arrivés avec une perplexité générale qui était celle de le rapport au travail vu par l'expérience des jeunes entrants sur le marché du travail. C'était comme ça que nous l'avions formulé. Et nous avons eu la chance d'écouter des jeunes adultes qui, formés, en tout cas à la fin de leur parcours étudiant par la sociologie, entrent dans le monde du travail et ils n'adoptent ni le discours des académiques, désolé Pascal, qui soient économistes, sociologues, et dont on se demande souvent à l'Observatoire s'ils n'ont pas une petite dérive à regarder le travail dans son épure. Et ils n'adoptent pas non plus le discours bien rodé des salariés expérimentés qui ont déjà adopté le discours prescrit un peu mainstream sur ce qu'est le travail, engagement, sens au travail, autonomie, responsabilité. Ces mots, vous les avez dit, jamais dans ce sens-là. Et quelle nuance. Merci. Ce projet nouveau pour l'Observatoire, et nous avons vraiment fait quelque chose de nouveau ce matin dans notre manière de regarder le travail. Alors, finalement, comment faire synthèse ? Tuteurs et apprentis nous ont dit exactement la même chose. Et une seule chose. Les tuteurs, on ne peut pas s'adapter. Et même, regardez cette fatigue. Fatigue pendant les déplacements, difficile de tisser la confiance, solidarité compliquée au travail et le respect scrupuleux du contrat.
Ça faisait partie de l'enquête. Cette solidarité que regrettent les salariés, je vais les appeler non jeunes, qui était citée dans l'enquête et qui fait que revenir au travail, à l'usine, même si ce n'est pas le contrat, c'est évident. Cette confiance-là qui ne se décrète pas et qui est tellement prescrite qu'elle s'en éloigne automatiquement. On ne peut pas s'adapter, disiez-vous, tuteur, et par cette réciprocité qui s'appauvrit dans la relation tuteur-apprenti. Et elle s'accélère, et elle se diffuse. Mais comment tisse-t-on de la réciprocité à partir seulement de ce prescrit, confiance, autonomie, responsabilité, dynamisme, et d'un discours attendu par l'entreprise sur le travail? On ne peut pas s'adapter. La preuve, il y a de plus en plus de conflits, a-t-on dit dans la seconde table ronde. Les apprentis disent même tellement facilement leur insatisfaction. Eh bien, c'est un signal. C'est un signal, et j'ai envie de leur dire qu'ils nous ont tous dit, on ne va pas s'adapter. On ne va pas s'adapter et on sera profondément plus humain parce que l'on aura pu s'émanciper du mur de lois managériales qui nous font face avec des prescrits, des méthodes d'autonomie, du sens, de l'engagement, de la responsabilité. Tous ces éléments que décrivent très bien les observateurs du travail, économistes, sociologues, managers expérimentés. Ils nous ont dit, vous jeunes, vous nous avez dit, on ne va pas s'adapter, mais on ne va pas fuir non plus. Tous, vous nous avez dit votre attachement à votre entreprise. On ne va pas s'adapter, on va se déplacer. On ne va pas s'adapter parce qu'il n'y a pas de créativité sans travail. Et c'est à cela que vous êtes attachés et que vous avez dit pendant toute cette matinée. La preuve, Emma qui, dès 9h30 ce matin, parle de son travail en disant « mais on peut s'ennuyer au travail ». Et on le dit, et on l'intègre dans son poste, et on lui donne sens. Emma, bravo. Des plages d'ennui dont Emma nous dit qu'elles permettent de tenir la charge de travail. Pas un ennui d'effondrement, hein, un ennui créatif qui permet de lire de la sociologie du travail, même, vous avez dit. Alors, on cerne qu'il ne vous donne pas tout à fait toutes les solutions, mais enfin, ça vous a surtout, cet ennui, permis de monter un projet qui vous paraît utile pour éviter qu'un nouveau pic de charge de travail insurmontable ne se répète. Emma crée son travail dans sa grande entreprise, pas en tant que start-upeuse, qui fait scission et va ailleurs, mais dans le travail qu'elle exerce depuis, je ne sais pas, 3 ans. Il n'a fallu que 3 ans pour cela. Belle agilité professionnelle. Les jeunes, aujourd'hui, nous ont dit encore, on ne va pas s'adapter aussi en tant que femme. Parce qu'Emma, quand il y a conflit, elle pose le sujet en tant que femme, en tant que jeune, dans son milieu, le milieu de l'agroalimentaire. On ne va pas s'adapter parce que la retraite est dans longtemps, toujours plus longtemps. Alors le matin, pour réussir à se lever du bon pied tous les jours de sa carrière professionnelle, il faut avoir une obsession. Pensez, comme vous le disiez, à inventer toutes les habiletés que vous allez y mettre pour créer votre travail. Vous aviez parlé salaire, vous aviez parlé rémunération. Je me demande si vous serez rémunéré à la hauteur de la qualité des habiletés que vous aurez su inventer pour tenir votre travail dès aujourd'hui. Nul n'est utile d'attendre le nombre des années pour cela. Et il faudra le faire reconnaître. Il faudra faire reconnaître la rémunération par les habiletés que vous avez eues. Ça relève de la reconnaissance et voilà, un jugement de reconnaissance sur la manière de faire. Alors au total, et pour terminer cette petite matinée, oui, vous n'allez pas vous adapter, vous avez raison, parce que si vous ne vous adaptez pas, si vous créez votre travail par toutes les habiletés que vous avez décrites et qui peut-être aujourd'hui vous apparaissent plus facilement que dans quelques années, vous allez vous défaire des réflexes professionnels admis et le travail vous aura permis de vous rendre plus intelligent, plus habile.
on nous aurait fait croire que les jeunes étaient sans concession sur leurs valeurs, leur quant à soi, de vie privée et vie professionnelle. Eh bien, les manageuses, il n'y avait que des manageuses, qui ont porté la voix RH aujourd'hui, nous ont dit « les jeunes sont sans concession sur le dialogue, sur les espaces de dialogue ». Alors, c'est vraiment ça qui est engageant. Lutter pour ne jamais suspendre sa capacité de penser. Et ça, on peut le faire par le dialogue sur les situations, les manières de faire. Parce que là, on maintient sa capacité de penser. Et c'est difficile au travail. C'est peut-être même la chose la plus difficile. Parce que le travail, en général, a tendance à ne jamais vous parler de vos habiletés et de vos manières de faire. Et finalement, vous, quand vous nous dites « on ne fera pas de concession avec notre travail », vous ne faites pas de concession. Vous vous engagerez autant dans le travail parce qu'il tiendra la promesse qu'il soit du progrès pour vous, un accroissement pour vous, pour toute votre vie. Bref, comme disait Bénédicte tout à l'heure, ce sera la jeunesse au travail. Merci infiniment.